Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce magnifique paysage mexicain. C'est la dernière vidéo que je te fais, en tout cas pour un moment, dans la région de Puerto Vallarta, puisque demain, lundi, on emballe nos affaires et on part faire un road trip d'une semaine à travers le Mexique en direction de l'état de Oaxaca. Voilà, donc si tu as envie de suivre un petit peu les vidéos plus de voyage, de paysages, d'ambiance mexicaine, je t'envoie vers ma chaîne perso Karine Lépouchard. Là, je poste assez régulièrement des petites vidéos de quelques minutes si tu as envie de prendre la mesure, prendre l'atmosphère mexicaine et te relier un petit peu à ces images, à ces couleurs, à ces lumières, à cette végétation qui est juste incroyable. Dans la vidéo d'aujourd'hui et dans celle de la semaine prochaine, j'ai envie d'explorer avec toi la notion de consentement. Je trouve que c'est une notion qui est très peu discutée malheureusement dans les familles, à l'école et dans notre société en général. Et je trouve ça vraiment dommage que pas plus de personnes aient pris le temps de vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est que le consentement, au fait qu'un consentement peut être libre ou pas, qu'il peut être construit de plein de manières différentes et qu'un consentement, on peut le retirer aussi et qu'on a le droit de changer d'avis. Donc on va regarder cette notion de consentement cette semaine et la semaine prochaine. Je coupe en deux pour pas que ça fasse des vidéos de 3 heures. Donc on va regarder cette notion de consentement ensemble à travers deux approches, deux angles qui me paraissent complémentaires. Première approche, le consentement dans la relation à deux. Deux personnes, ça peut être un couple bien sûr, mais pas forcément. C'est deux personnes, deux amis, deux membres de la même famille, deux collègues, deux personnes quelles qu'elles soient. Et bien sûr, on parlera de sexualité, si c'est dans le cadre d'un couple ou pas d'ailleurs, mais on parlera aussi d'autres types d'interactions. Le consentement, ça se joue pas que dans la sexualité. Hop, une petite fourmi. Et puis on parlera aussi du consentement dans le cadre, et ça ce sera la semaine prochaine, de sa relation au groupe. Comment est-ce qu'on peut poser et construire un consentement dans un collectif plus grand? Alors là, bien sûr, on parlera aussi de la gestion du Covid en France, mais pas seulement, puisque ce consentement, vraiment, ça se questionne, ça se construit et ça se vit à travers toutes les situations du vivre ensemble. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il n'y a aucune prétention de détenir une vérité absolue. Je te parle à partir de ma réalité. Donc il n'y a aucune prétention non plus que ce soit exhaustif, que ce soit complet, que le sujet soit abordé complètement. Voilà, moi je te donne ce qui me semble être des ressources, des clés, des pistes de réflexion. Et c'est à toi de sentir comment ça résonne pour toi, si ça peut t'inspirer, si ça peut t'enrichir, si ça peut te servir de repère ou pas. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute, énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc dans cette vidéo, je te propose d'explorer ensemble cette notion de consentement à travers la relation qui se joue entre deux personnes. Qu'est-ce que ça signifie consentir, le consentement? Pour me relier à l'information que porte un mot, moi j'aime bien regarder l'étymologie. Quelle est l'information que porte ce mot? On le sait à travers l'étymologie de ce mot. Le consentement, consentir, ça vient du latin. Con, sentire. Con, avec, sentire, ressentir. Donc quand on consent, on sent qu'on est avec. J'aime bien cette idée qu'il y a le ressenti dans l'étymologie de consentir. On sent qu'on est avec. Donc on est d'accord, on accepte, on se sent avec cette vision, avec ce projet, cette idée, cet objectif, cette personne, voilà, on sent qu'on est avec. Que ce soit à deux, on se sent avec l'autre dans ce projet, ou que ce soit dans le groupe. Alors quand dans une relation à deux, il y a un projet, il y a quelque chose qui est impulsé par l'une des deux personnes, et que l'autre donne son consentement, et ce consentement est libre, est éclairé, il est joyeux, alors ça renforce la connexion, ça nourrit la relation, ça maintient cette vie qu'il y a dans cette relation. C'est joyeux et là, tout va bien, là, il n'y a rien de spécial à dire. Parfois, le consentement, il n'est pas clair, il n'est pas explicite. Dans la relation à deux, il y en a un des deux, par exemple, qui impulse, qui propose quelque chose, et ça lui paraît évident que l'autre va être d'accord. Et peut-être que l'autre va embrayer effectivement le pas de manière un peu automatique, sans vraiment prendre le temps de se demander « Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?»
qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens. Et donc dans une interaction, parfois le consentement peut paraître évident, parfois c'est un peu confus, et il y a plein de moments où en fait ce consentement, il n'est pas clair, il n'est pas explicite. Et là, c'est vraiment intéressant de regarder, parce que parfois c'est ok, c'est complètement spontané, ça part vraiment de la spontanéité, et c'est quand même joyeux, libre, et c'est vraiment ok pour les deux, et donc là, voilà, tout va bien. Mais parfois, il y a des automatismes, il y a des enjeux affectifs, il y a des relations de pouvoir, enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'en fait, c'est pas forcément juste pour que l'interaction reste vivante. Donc ça, il y a à regarder pour chacun, comment ça résonne, et comment ça joue en fait. Parce que parfois, il y a un consentement qui est là, qui a été donné, même explicitement, mais qui n'est pas libre, qui a été un peu forcé, qui a été un peu manipulé, qui a été un peu dirigé. Donc ça arrive bien sûr. Et puis parfois, l'action, le projet, l'objectif, on y va, l'action est faite, mais il n'y avait pas de consentement. Même parfois, il y avait un refus, et c'est fait quand même. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'abus. Et l'abus, encore une fois, comme le consentement, ça ne concerne pas que la sexualité. Il y a plein de situations où des personnes peuvent expérimenter ensemble cette expérience de l'abus, que l'on soit l'abuseur ou qu'on soit l'abusé, hein, qu'on soit des deux côtés, on expérimente cet abus-là. Et ça, il y a plein de manières de le vivre en dehors de la sexualité, bien sûr. Et évidemment, faire l'expérience de l'abus, ça dégrade la qualité de la relation, ça coupe la connexion, ça génère de la souffrance et de la violence. Je sais pas si ça te paraît évident là, tout ce que je suis en train de te dire. Peut-être tu dis ouais bon bah Carrie c'est bien là, mais en fait elle enfonce des portes ouvertes, c'est évident tout ça. Ok, bah regarde bien quand même. Je t'invite vraiment à regarder dans tes relations à deux, avec tes amis, les membres de ta famille, peut-être ton couple si tu as un couple. Regarde dans les différentes interactions à deux qui te sont les plus proches, et même pourquoi pas professionnellement, les interactions avec des collègues, la hiérarchie, etc. Regarde bien, comment ça se joue cette notion de consentement? Est-ce que à chaque fois que tu impulses quelque chose, un projet, une action, est-ce que tu t'assures de manière explicite du consentement de l'autre? Est-ce que même tu y penses que l'autre pourrait ne pas être d'accord, ne pas avoir envie? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît vraiment évident et que tu proposes et que tu questionnes et que tu interroges à chaque fois? Ou pas? Ça, c'est vraiment intéressant à regarder quel leadership on a et comment on mène les choses, comment on impulse les choses dans les interactions à deux. Ça, c'est déjà un aspect. Et l'autre aspect, évidemment, qui est en miroir en général, c'est quand c'est l'autre, puisqu'on est dans la relation à deux, quand c'est l'autre qui impulse quelque chose, un projet, une action, quoi que ce soit, quand tu sens que t'as pas envie, est-ce que déjà tu as l'espace pour sentir si tu as envie ou pas, en fait, déjà? Est-ce que déjà tu as cet espace-là? Est-ce qu'à chaque fois, tu te donnes un moment, un micro-instant même, pour te dire, ok, est-ce que ça j'en ai vraiment envie, comment je le sens, etc. Est-ce que déjà tu te donnes cet espace-là? Et si dans cet espace-là, tu te rends compte que bah, t'es pas super motivé, t'as pas super envie, tu le sens pas trop, comment tu gères en fait? J'ai plein de fourmis qui montent dessus là, hein, le consentement. Moi je donne pas mon consentement à avoir plein de fourmis sur moi. Donc comment tu gères? Comment tu gères quand tu le sens pas? Est-ce que tu vas pouvoir l'exprimer? Est-ce que tu vas chercher des arguments, des excuses pour esquiver, pour pas avoir le faire, mais sans dire vraiment que t'avais pas envie? Parce qu'en fait, il y a plein de manières de gérer ça. Et donc regarde bien dans tel type de relation, si c'est un thème qui t'intéresse, comment tu gères quand t'as pas envie, quand t'es pas d'accord? Est-ce que tu le dis clairement, simplement, bah écoute, là je le sens pas, j'ai pas envie, puis voilà, ça c'est une possibilité. Est-ce que tu te sens obligé de justifier, trouver des excuses, de monter tout un tas de scénarios pour que ça passe et que l'autre se dise bon d'accord? Et qu'est-ce qui fait que tout ça, ça peut ne pas être si simple en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir forcé de faire? Et là, regarde bien tous les endroits, toutes ces bonnes intentions qui font qu'on va mettre des masques, qu'on va contourner son authenticité, qu'on va contourner sa vérité. Toutes ces bonnes intentions sur l'autre, parce qu'on ne veut pas le blesser, on ne veut pas le vexer, on veut lui faire plaisir. Et puis toutes ces bonnes intentions pour soi, parce qu'on a envie d'être une bonne personne, on a envie d'être gentil, on a envie de rester ouvert, on a envie d'être dans son cœur, hein, cette bonne personne bien gentille. Voilà. Donc ça, c'est aussi tout ça qui se joue
dans la notion de consentement. Et ça, il y a de quoi faire déjà là. Puis je te laisse regarder et ressentir comment ça joue pour toi. C'est vrai que la plupart du temps, on parle quand même de consentement, on entend plus souvent parler en tout cas de consentement dans le cadre de relations sexuelles et de pratiques sexuelles. Alors, quand on parle de pratiques sexuelles et qu'il n'y a pas de consentement de l'une des deux personnes, c'est ce qu'on appelle donc un abus. Quand cet abus est vécu avec pénétration et donc il n'y a pas de consentement à cette pénétration, c'est ce qu'on appelle un viol. Et quand il y a des pratiques sexuelles sans consentement mais sans pénétration, c'est ce qu'on appelle des attouchements. Les viols et les attouchements sont évidemment interdits, sont punis par la loi et les peines sont encore plus lourdes quand des mineurs sont impliqués. Cette notion du consentement dans le cadre des pratiques et des relations sexuelles, c'est vraiment une question que je trouve essentielle à aborder avec les enfants, nos jeunes, les ados. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je trouve vraiment excellente qui a été faite pour ça, qui est en anglais mais qui a été traduite en français, qui fait juste quelques minutes. Je te mettrai le lien si tu regardes cette vidéo dans YouTube. Et donc dans cette vidéo, on compare le consentement pour une pratique sexuelle avec le consentement à boire une tasse de thé. Et ça paraît tellement évident qu'on va pas forcer déjà quelqu'un à boire une tasse de thé et qu'on va même pas penser dans certaines circonstances à préparer une tasse de thé pour une personne si on sait qu'elle vit telle ou telle chose, on va même pas lui en parler et c'est tellement évident qu'on va même pas lui proposer en fait de boire une tasse de thé. Et ça, c'est évident pour une tasse de thé, et ce qui est drôle, c'est de voir que quand on transfère à la sexualité et au désir sexuel, des fois, c'est pas toujours si évident pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment une vidéo qui peut être utilisée pour commencer des débats, animer des temps de parole avec des jeunes, et qui permet de bien impulser les discussions, de faire réfléchir, de poser des questions, et de vraiment explorer cette notion de consentement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est drôle parce que, par exemple, pour une tasse de thé, ça peut paraître peut-être plus facile de se dire, voilà, j'ai plus envie de thé finalement, je te remercie d'avoir commencé à faire chauffer l'eau et tout, mais là, j'ai plus envie en fait. Peut-être que c'est plus facile pour une tasse de thé, et que pour la sexualité, peut-être qu'on va avoir plus de réticence et qu'on va moins oser montrer, exprimer que là, on n'a plus de désir, on n'a plus envie. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de voir que quand on parle d'une tasse de thé, ça pose pas de problème de demander à l'autre, ok, est-ce que ça te ferait plaisir une tasse de thé, s'il y a de la confusion, si on n'est pas sûr de savoir de quoi l'autre a envie, on lui demande, ça te ferait plaisir une tasse de thé? Est-ce que tu auras envie de partager une petite théière avec moi? Ça pose aucun problème. Et c'est rigolo de voir que quand on transfère dans d'autres domaines de sa vie, donc là, la sexualité, ça devient peut-être beaucoup plus compliqué. Oser demander à l'autre s'il a du désir, de quoi il a envie, ce qui lui ferait plaisir. Ouh là 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 là, ça peut être beaucoup plus compliqué, ça confronte beaucoup plus, c'est pas du tout la même chose. Et puis après, il y a toutes nos croyances aussi là-dessus. Peut-être la croyance que si on demande à l'autre, si on formule les choses comme ça va casser quelque chose, ça va rompre la magie. C'est fou cette croyance que exprimer un consentement explicite et clair, ça puisse casser l'élan d'amour, de connexion avec l'autre. Ça, c'est quand même une sacrée croyance. Pourquoi est-ce que exprimer son désir, son consentement, son envie de se relier à l'autre, pourquoi est-ce que ça nourrirait pas encore plus le désir, l'amour et l'élan de connexion vers l'autre? C'est quand même incroyable de regarder tout ça. Donc voilà, je t'invite à regarder toutes ces choses, tous ces aspects. Moi, je trouve ça vraiment hyper riche à regarder, cette notion de consentement à travers la sexualité et puis en général. Et c'est vrai, la sexualité, ça touche au désir, ça touche au rapport au corps, ça soulève tout un tas de tabous, de croyances en fonction de nos conditionnements, de notre culture, notre religion, de notre société, de notre éducation, de tellement de choses. Ça touche à tellement d'aspects intimes et potentiellement douloureux, pas clairs, glissants en nous, que waouh, c'est vraiment un sujet, c'est vrai, qui est très délicat pour beaucoup de personnes. Et puis dans le cadre de la sexualité, si je demande à l'autre s'il a envie, on le fait souvent parce que soi-même on a envie. Donc c'est aussi assumer quelque part que soi-même on a du désir pour l'autre, et là en fonction de la confiance que l'on a en soi, de son rapport à son corps, à la sexualité, au tabou et à tout ce dont je viens de parler, ça peut être plus ou moins facile ou difficile
d'assumer qu'on peut déjà avoir soi-même du désir, de l'exprimer, de le montrer, de l'assumer en fait. Et si je demande à l'autre de se positionner et si je l'interroge sur son éventuel désir, de manière explicite, je prends aussi le risque que l'autre il n'ait pas envie et qu'il me le dise. Et donc quelque part, je prends le risque de ne pas pouvoir assouvir mon désir, de ne pas pouvoir le nourrir, de ne pas pouvoir le satisfaire. Et ça aussi, ça peut exposer à des frustrations. Et c'est pas tout le monde qui gère très bien la frustration. Et c'est pas simple parce qu'on s'expose aussi à travers le refus de l'autre. On s'expose aussi à un potentiel rejet, au fait de dire que l'autre il n'a pas envie de nous, il n'a pas envie de partager cette expérience-là maintenant avec nous. Et ça, c'est pas toujours très facile à assumer et à recevoir non plus comme positionnement en face. Donc c'est vrai que pour tellement de raisons, on peut comprendre, malheureusement j'ai envie de dire, que dans la sexualité, dans une relation à deux, il y a tellement de bonnes raisons, en tout cas de raisons que l'on peut comprendre, pour que le consentement ne soit absolument pas explicite, ne soit pas interrogé, et qu'il y ait cette espèce de confusion qui entretient malheureusement aussi parfois des choses un peu borderline avec l'abus, voire complètement dans l'abus. L'abus, c'est un type d'expérience mais qui est malheureusement extrêmement répandu dans notre société. Alors si on parle de l'abus sexuel, du viol par exemple, l'INSEE estime qu'il y a plus d'une femme sur 10 qui a déjà fait l'expérience du viol. C'est énorme. Là je parle des femmes en plus, mais il y a aussi des petits garçons, des jeunes garçons et des hommes qui peuvent faire l'expérience du viol. Mais là revenons aux femmes, plus d'une femme sur 10. Et c'est des chiffres qui sont largement sous-évalués. Parce que quand une personne subit un traumatisme pareil, très souvent, la structure psychique va se dissocier, mettre en place des mécanismes de protection pour continuer à fonctionner, qui sont souvent une manière de se dissocier, de se décaler de soi-même. Et donc il y a des personnes qui vivent ça, jeunes, enfants, adolescents, ou même adultes, et qui vont se dissocier, qui vont l'oublier. Donc il y a déjà ceux qui l'oublient, et donc ils ne vont pas pouvoir en témoigner. Et puis même quand on s'en rappelle, c'est une expérience qui est tellement douloureuse que c'est extrêmement difficile de l'exprimer à quelqu'un de confiance ou de l'exprimer tout court, même dans le cadre d'une thérapie, d'oser enclencher cette démarche de prise en charge et d'accompagnement, mais c'est super compliqué. On estime que parmi ces femmes qui ont déjà fait l'expérience du viol, il y aurait à peine une femme sur 10 qui porterait plainte. Et parmi ces femmes, on se rend compte que dans les 3/4 des cas, la femme connaissait son agresseur. Un agresseur qui pouvait faire partie de sa famille, un membre de la famille, ou un proche de la famille. Et là, ça permet de mesurer aussi pourquoi c'est si compliqué d'en parler. Parce que oser exprimer une telle expérience et qui implique un membre de la famille ou un proche de la famille, waouh, c'est super compliqué quand même. Je te mets dans la description de cette vidéo quelques liens si tu as envie d'aller voir d'où viennent ces chiffres, quelles sont les sources. C'est vraiment des chiffres que je viens de citer qui peuvent faire froid dans le dos. Quand on n'a pas subi cette expérience, on se peut se dire mince, waouh, ça concerne autant de personnes, mais c'est énorme. Et en même temps, je pense que c'est important de citer ces chiffres parce que pour les femmes et pour les personnes et pour les hommes aussi qui ont fait ces expériences-là, il y a quelque chose qui est déjà un peu réconfortant paradoxalement de se dire ça va, je suis pas seule. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider aussi à entrer sur un chemin de guérison, c'est de se dire ok, c'est une expérience qui existe, qui est partagée malheureusement par aussi d'autres personnes, et donc je ne suis pas seule à vivre ça. Et ça soutient à se mettre en route, à reconnaître ce qui s'est passé et à enclencher un chemin de guérison. Je ne suis pas seule à vivre ça. Je peux être entendue, mon expérience est partagée aussi par d'autres et je vais pouvoir échanger, me connecter aussi à d'autres personnes qui ont vécu ça, je vais pouvoir mettre des mots et je vais pouvoir être reconnue aussi dans ma souffrance. Je ne suis pas une espèce d'extraterrestre, c'est la seule personne au monde à avoir vécu ça. Et ça aide. Je voudrais terminer cette vidéo justement en te parlant de guérison. Parce que oui, il est possible de guérir de l'abus, de guérir d'une expérience de viol, d'attouchement et de tout type d'abus en fait.
Parce que tout type d'abus peut être extrêmement traumatisant, douloureux. Et on peut avoir l'impression qu'on va jamais s'en sortir, qu'on va jamais guérir de ça. C'est extrêmement compliqué. Et donc oui, il est possible de guérir de l'abus, que l'on soit la victime, que l'on ait subi cet abus, et qu'on soit aussi l'agresseur. Et en fait, les deux personnes ont besoin de guérir. Les deux personnes ont vraiment des choses à guérir. Et quand on est un agresseur, quand on est l'abuseur, bien souvent, mais pas à chaque fois, bien souvent on a aussi été une victime. Et donc on a fait l'expérience des deux côtés. Et là, il y a vraiment des choses à guérir et c'est possible. Le premier pas pour guérir de l'abus, c'est déjà de reconnaître ce qui s'est vraiment passé. Reconnaître les faits. Reconnaître les faits et reconnaître ce qu'on a ressenti, comment ça a été pour nous de faire cette expérience-là. Et ça, c'est déjà pas si simple, parce que justement, déjà, il y a ce mécanisme de protection, de dissociation qui fait que dans plein de situations, il y a des personnes qui ont été confrontées à ces situations-là et qui ont complètement dissocié, qui ont oublié, qui sont dans une forme de déni inconscient, hein, c'est pas volontaire, c'est vraiment pour se protéger et pour pouvoir continuer à fonctionner, tout simplement. Et ça, déjà, c'est sûr que ça rend pas facile la confrontation avec la réalité de ce qui est, de ce que, oui, ça s'est passé. Mais pourtant, cette confrontation avec ce qui est, c'est essentiel pour commencer à guérir. Parce que quand on reconnaît ce qui est, ensuite on va pouvoir poser des mots dessus. Et poser des mots sur la réalité des faits, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé et de ce que ça nous a fait de ressentir ça, à mon sens, c'est vraiment des étapes qui sont précieuses pour la guérison. Et ça, c'est pas non plus toujours très simple d'enclencher cette démarche de guérison et de confrontation avec cette réalité, parce que y a beaucoup de personnes qui ont un manque de connaissances aussi là-dessus et qui sont persuadées que de toute façon on ne peut pas guérir de ça, et qu'elles vont traîner cette souffrance-là comme un boulet, comme quelque chose de profondément douloureux toute leur vie. Donc ça peut être une croyance, ça peut être un manque de connaissances. Et puis ça peut être aussi quelque chose qui vient avec la culpabilité, parce que beaucoup de personnes qui traversent ces expériences d'abus le vivent à partir de la culpabilité, évidemment, et d'une culpabilité qu'elles portent sur elles. Elles pensent que c'est de leur faute, en fait. Elles pensent qu'elles ont mal fait, qu'elles ont déclenché ça, qu'elles ont appelé cette expérience. Et il y a souvent, comme ça, cette croyance que c'est de leur faute, que c'est bien fait pour elles, et que quelque part, cette expérience est comme une forme de punition pour elles, et que c'est leur croix. Et donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça, de culpabilité. Et oui, c'est bien les victimes qui vont culpabiliser, souvent, dans ces expériences-là. Et donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui font que les personnes vont rester là-dedans et croire que c'est comme ça, hein, quand elles s'en rappellent, en tout cas, quand elles ne sont pas dissociées. C'est comme ça, c'est bien fait pour elles, c'est de leur faute. Et puis il y a toute cette honte, ce dégoût et toutes ces émotions qui sont absolument douloureuses et tellement, tellement compliquées à confronter, qui font que c'est compliqué de se mettre en face et de le ressentir, en fait, et d'accepter que c'est bien là et que ça peut s'en aller, parce que c'est tellement intense, c'est tellement fort qu'on se dit que de toute façon, ce sera comme ça toute sa vie et c'est comme ça. Or, justement, la guérison est vraiment possible, et ça, je peux en témoigner, hein. Je peux en témoigner déjà à titre personnel, parce que j'ai traversé ce genre d'expérience. Et je peux aussi en témoigner à titre professionnel, puisque j'accompagne des personnes qui guérissent de ce genre d'expérience. Et donc ce que j'ai vécu pour moi et ce que j'accompagne aussi, c'est vraiment d'utiliser ce processus d'introspection et de guérison intérieure, dont je te parle à chacune de mes vidéos et dans mon e-book, et je te remets le lien si ça t'intéresse de le lire là-dessus. Et donc ces 4 aspects de la guérison qui sont l'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude, ces 4 aspects-là sont aussi possibles à poser, à ressentir et à expérimenter par rapport à ces blessures-là. Et alors je sais que ça peut paraître complètement fou de dire ça, et c'est bien pour ça que je pose que je peux en témoigner personnellement parce que je l'ai vécu, parce que sinon, mais ça peut paraître complètement de la science-fiction. Quand quelqu'un a subi un viol, la première étape, c'est qu'il a besoin d'accueillir ce que ça lui a fait, de confronter dans son corps en respirant, et c'est tellement douloureux que voilà ce qui s'est passé et voilà ce que ça m'a fait, et de me permettre de le ressentir à 100%, aussi douloureux que cela soit physiquement, psychiquement, émotionnellement, c'est vraiment compliqué, mais c'est essentiel.
Et avec l'acceptation, avec l'accueil, va aussi l'acceptation. C'est ça qui s'est passé, je l'accepte, c'est. Et je rappelle que accepter, ce n'est pas ni cautionner, ni valider, ni dire que ça nous a plu, qu'on en veut encore et que c'était super, hein, pas du tout. Accepter, c'est juste poser, voilà, c'est. C'est ça qui s'est passé. Et j'arrête de me dissocier, de me décaler de moi-même, de me cacher, de me protéger par rapport à l'expérience. Je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est. Et voilà ce que j'ai ressenti, et ça, c'est aussi. Et quand déjà il y a cet accueil et il y a cette acceptation, déjà ça pose quelque chose. Et c'est là qu'on a besoin de se poser dans un rôle qui est un rôle de victime. Parce que oui, j'ai subi ça, j'ai été victime de ça, et voilà quel a été mon agresseur. Et il y a au début besoin de poser ça clairement, c'est essentiel. Donc ça, c'est le début du chemin de la guérison, et ça peut déjà prendre du temps de sortir de cette forme de dissociation, de ce débit, de ce déni, pardon, et de se confronter à toutes ces émotions, ces sensations, et de tout ça en fait. C'est énorme, c'est hyper intense. Et après, et souvent ça peut être mélangé, il peut y avoir des allers-retours, hein, c'est pas 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, hein, tout ça c'est mouvant, c'est vivant, mais avec ça, il y a un moment donné où pour guérir, on va avoir besoin de pardonner. Et dire à quelqu'un qui a subi un viol qu'à un moment donné, pour guérir, il va avoir besoin de pardonner, mais ça peut être juste super compliqué d'entendre ça. Et alors peut-être que si c'est des expériences qui te parlent, peut-être que tu te dis « non mais elle est folle, mais jamais je pardonnerai un truc comme ça, mais jamais je pardonnerai ». J'entends bien, je suis passée par là. Sauf que, à un moment donné, pour guérir de ça, il y a besoin de pardonner. Et donc comme je disais au début, sur un chemin de guérison, on a besoin de poser, voilà, j'ai été la victime, et voilà mon agresseur, et voilà ce qui s'est passé, ça c'est essentiel de le reconnaître. Eh ben dis donc, il y en a un qui a des choses à dire là-haut aussi. Hein. Mais aussi, à un moment donné, si on reste bloqué là-dedans, si on reste figé et ancré là-dedans, on n'avance pas et on ne guérit pas. Pour moi, dans mon expérience personnelle et dans celle des personnes que j'accompagne, tant qu'on a cette vision de culpabilité, de bourreau et de victime, et là je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la culpabilité, et sur la culpabilité, tant qu'on reste là-dedans, on ne peut pas vraiment guérir. Il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, et on ne peut pas être dans la joie, dans la lumière et dans la légèreté, tant qu'on voit encore les choses à partir de ce prisme-là. Et oui, aussi un viol. Oui, aussi un viol. C'est exactement la même chose. C'est tellement douloureux, je sais, mais il y a un moment donné, quand on a suffisamment accueilli et accepté, on peut commencer à avoir de l'espace pour se dire « ok, c'est une expérience ». C'est une expérience extrêmement douloureuse, qui m'a fait ressentir de l'humiliation, de la honte, du dégoût, de la culpabilité, tout ce qu'on veut. C'est une expérience. C'est une expérience. Et je peux voir qu'en fait, il n'y a pas de coupable et il n'y a pas de victime. C'est. Mais ça demande déjà un certain cheminement, mais c'est possible de le ressentir vraiment dans ses tripes et que ce soit pas juste un positionnement comme ça, mental, non incarné. C'est vraiment quelque chose qui peut se ressentir dans ses tripes. C'est à un moment donné, ok, je lâche l'accusation. C'est une expérience, c'est fait. Et je renonce au grief, je renonce à l'accusation. Oui, c'est possible. Et je te rappelle que le 4e aspect, c'est la gratitude. C'est encore plus de la science-fiction, hein. Se dire qu'on peut ressentir de la gratitude d'avoir traversé une expérience comme ça. Non mais n'importe quoi, hein. Tu peux te dire là, Karine, c'est bon, elle a perdu la carte là. On a perdu Karine. Et pourtant, quand on a tellement accueilli en soi, quand on accepte, c'est, quand on lâche progressivement cette accusation, ces griefs, cette vision d'agresseur, persécuteur et de victime, il y a un moment donné, on va trouver de l'espace pour reconnecter sa lumière, son corps, l'amour de soi, son intégrité. Cet espace en toi, en soi, qui ne peut pas être violé en fait, qui est amour, qui est lumière. Et quand après une telle expérience qui est tellement douloureuse, insupportable, quand après une telle expérience on retrouve ça,
on retrouve cet amour, on retrouve cette lumière, on retrouve son corps, on se retrouve à nouveau en soi, dans sa présence, on retrouve cet espace d'ouverture quand on peut respirer avec tout ça. Waouh, mais alors on est un survivant. On est un survivant. C'est waouh, c'est énorme. Se dire, ouais, j'ai vécu ça, et malgré ça, je suis. J'aime, je sens de la joie, il y a de la vie en moi, je peux me relier à la vie partout. Et c'est. Et là, il y a quelque chose qu'on construit en soi, que l'on rencontre profondément en soi à travers toutes ces souffrances, ces expériences tellement insupportables dans son humanité. Et quand on traverse ça et qu'on retrouve cette présence, cette lumière, cet amour, ce centrage, cet ancrage, cette conscience en fait. Alors on peut avoir de la gratitude, parce qu'on voit vraiment ce que je te disais il y a quelques instants, qu'il y a vraiment un espace en soi qui, quoi qu'il arrive, dans nos expériences sur cette terre, reste profondément lumineux, aimant, ouvert, joyeux, vivant. Et ça, c'est inviolable. Et certaines personnes peuvent faire cette expérience de traverser l'abus aussi pour contacter ça, qu'en fait, réellement en soi, il y a des choses qui sont toujours intègres, qui sont intouchables, inviolables, magnifiques. Et ça se construit aussi en traversant des expériences extrêmement difficiles. Mais ça, ce dont je te parle, c'est quelque chose qui se vit. Hein, je pourrais te le décrire avec plein de mots pendant des heures, mais ce processus de guérison, que tu le traverses et que tu en fasses l'expérience par rapport à des mémoires d'abus, de viol, d'attouchement ou de quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. Hein. Je peux te parler pendant 107 ans du goût du miel, mais tant que tu l'as pas goûté, que tu n'en as pas fait l'expérience, et ben voilà. Ce qui compte, c'est l'expérience et c'est de le traverser. Et je sais à quel point ça peut être choquant d'entendre parler de pardon et encore plus de gratitude pour une expérience comme ça. Et franchement, si je l'avais pas vécu moi-même et si je l'avais pas accompagné déjà pour d'autres personnes, je me permettrais pas d'en parler comme ça dans cette vidéo. Et comme pour toute expérience traumatique, toute mémoire que l'on a à introspecter et que l'on aspire à guérir, on sait qu'on a atteint cet état de guérison quand on sent que lorsqu'on se relie à cette expérience et qu'on est en présence comme ça dans son corps, de ses points d'appui, de son bassin, de ses pieds, de son dos, de tout son corps et qu'on respire, alors on sent que dans le corps, c'est posé, c'est tranquille. Il y a l'accueil, je suis présente à tout ce que je ressens, donc il y a de l'ouverture, je suis reliée profondément à moi-même. Je sens que face à cette expérience qui a été traumatisante, maintenant il y a de l'acceptation. Je sens qu'il n'y a plus d'accusation, qu'il n'y a plus de coupable, qu'il n'y a plus de grief, qu'il n'y a plus de jugement. C'est une expérience profonde, importante, mais maintenant c'est fait. Et merci, parce que j'ai traversé ça comme une initiation. Maintenant c'est fait, et là je sens que je suis vivante, que je suis joyeuse, que je suis ouverte à la vie, ouverte à moi-même, qu'il y a énormément d'amour et de lumière et que je suis. Et donc merci, parce que même à travers ça, je me retrouve quand même, quoi qu'il arrive. Donc oui, c'est possible. Voilà pour cette première vidéo sur le consentement. Bon, c'est un thème qui est délicat, hein. J'ai bien conscience que ce que j'exprime, ça peut déstabiliser, ça peut choquer, ça peut heurter. Donc n'hésite pas à exprimer comment toi tu reçois cette vidéo dans les commentaires, là juste en dessous. Et comme je te le disais dans cette vidéo, toute personne qui a fait l'expérience de l'abus, que ce soit du côté de l'agresseur ou de la victime, toute personne qui a traversé ça a grand besoin de guérison, a besoin de ressentir ce qui se passe dans son corps, a besoin de pouvoir mettre des mots et souvent d'être accompagné pour partager ça avec une personne qui est vraiment dans l'ouverture, dans le non-jugement, dans l'accueil de tout ça.
Et c'est quelque chose de délicat, de subtil, qui doit vraiment se passer en douceur. Donc voilà, si tu sens que tu peux avoir besoin de ce genre de soutien, de ce genre d'accompagnement, écoute, n'hésite pas à me contacter directement en utilisant ce lien. Je te retrouve la semaine prochaine pour parler du consentement. Cette fois-ci, on regardera comment ce consentement peut se poser, se construire, s'influencer dans le cadre d'un collectif, dans le cadre d'un groupe. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc si tu veux être sûr de ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, déjà tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter d'Inflorescence. Tu recevras chaque semaine, le vendredi un peu avant midi, un mail avec toutes les actus, les infos, les vidéos, les podcasts et tout ce que je propose. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, je t'embrasse, bye bye.